Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, on est de retour avec cette thématique que je traîne comme ça depuis le début de la semaine, qu'on clôturera d'ailleurs demain en termes macroéconomiques avec Patrick Artus. Mais là, en fait, on va l'incarner dans l'actualité industrielle et l'activité industrielle. De quoi est-ce que je vous parle ? On a démarré la semaine avec l'économiste Jean-Charles Simon qui nous parlait de la movida mondiale, d'un espèce de redémarrage sur des chapeaux de roue. On a montré hier la une de The Economist qui date de à peu près un mois, The Roaring Twenties, en référence aux années folles 1920. Alors oui, qui se sont pas très bien terminées, sauf que les conditions de marché sont plus du tout les mêmes, mais pareil, cette espèce d'explosion de croissance, d'envie de vivre, d'envie de consommer. Et donc là, on va le voir avec un industriel qui est face à nous, qui est face peut-être justement, on va en parler ensemble, Bruno Bouygues, avec les premières pénuries, parce qu'on en parlait hier avec Jean-Pierre Petit, il y a un sujet justement sur cette frénésie de croissance et la façon dont, dès aujourd'hui, il faut préparer justement ce rebond. Ensuite, alors, radicalement l'inverse, le secteur de tous les secteurs sinistrés, c'est-à-dire évidemment la restauration. Je voulais demander, alors Florent Malbranche, je le connais depuis un petit moment, patron, fondateur de Brigade, je ne sais pas si vous connaissez ça, Brigade, c'est la première appli qui s'est adressée directement aux indépendants qui pouvaient faire de très courtes missions pour l'hôtellerie-restauration, justement, 24 heures, enfin ce qu'on appelle des extras, notamment dans le métier, qui donnait une forme d'indépendance d'ailleurs et de garantie d'emploi à ces extras. J'ai envie de voir comment est-ce qu'il est en train de traverser tout ça. Et puis ensuite, on terminera avec Bénédicte Thilloy. Alors, je vous raconterai dans quelles circonstances j'ai rencontré Bénédicte Thilloy, parce que c'est intéressant, mais on verra tout à l'heure. Elle était au COMEX de la SNCF, d'accord ? Et puis, COMEX de la SNCF en charge du Transilien. C'est quand même le vrai. Et puis, à un moment, quel âge exactement ? J'en sais rien. Au tournant de la cinquantaine, c'est bon, j'en ai marre, je m'en vais. Et elle intègre une start-up. Voilà. Vous passez du COMEX de la SNCF à une start-up. Elle a raconté tout ça. Elle a tenu le choc pendant 2 ans. C'est pas simple, c'est très intéressant. Et donc, ça nous permettra de conclure cette émission. Allez, c'est parti et on démarre avec l'industrie. Donc, on démarre avec Bruno Bouygues. Bonjour Bruno. Bonjour. Président, quand j'étais jeune, on disait c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Je ne sais pas si port salut, je ne sais même pas si ça existe encore, dis donc. Président donc de GIS, GYS. Bruno, il faut qu'on évacue ça tout de suite quand même, parce que Bouygues c'est Bouygues. Donc, mais c'est ça que je trouve super intéressant, c'est bon sang de saurait mentir. Vous êtes dans la famille, pas fils de Martin. Non, pas Martin, du tout. Et avant lui. Donc en fait, mon grand-père Francis a créé le groupe Bouygues. Mon oncle aujourd'hui est à la tête. Dans les journaux, on a été annoncé d'ailleurs que mon cousin était promu, ce qui m'a fait... Bon, j'étais très fier pour lui et très heureux. C'est pas du tout mon chemin. Moi, j'ai décidé d'entrer avec mon père à la reprise d'une PME industrielle. C'est ça. Donc, frère de Martin Bouygues, votre père. Voilà, c'est ça. Et alors, vous me disiez, parce que je présentais Bénédicte là, et vous me disiez, moi, je suis passé de la banque d'affaires à New York. À la PME industrielle en Mayenne, tout à fait. Donc, mais PME, alors, j'allais dire PME à New York. Banque d'affaires à New York, c'était il y a combien de temps, ça, Bruno ? Il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Il y a 18 ans, ça a été le saut de la finance internationale à la TPE industrielle qui commençait sa mutation technologique. 18 ans. Donc après le crack de après le crack de 2000, quoi. Juste après, exactement. Voilà, j'ai dû entrer en 2001 ou 2002 dans cette TPE que mon père avait repris et qui a connu une phase de mutation technologique exceptionnelle dont on parlera et qui se trouve au cours des révolutions actuelles de la machine-outil. Est-ce que, pardon Bruno, mais je veux juste finir ça, quand on s'appelle Bouygues, oui. Ça aide quand on va voir un banquier qu'on a besoin d'investissement pour de la machine-outil dans la sous-traitance automobile ? Alors écoutez, le bilan de l'entreprise aide beaucoup mieux que le nom de famille. Oui, maintenant, mais au départ. Au départ, on est une TPE, on est une PME, on est modeste en termes de chiffres, puisque le bilan à l'époque, lors de la reprise de l'entreprise, c'était un peu moins de 100 000 francs. C'était une toute petite entreprise. Donc, vous enleviez les stocks, il y avait 100 000 francs, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. En fait, c'était... Enfin, 100 000 francs de l'époque, on peut dire que c'est 100 000 euros d'aujourd'hui, mais même 100 000 euros d'aujourd'hui, c'est rien. Donc, c'était une entreprise qui s'était endormie. Et la reprise a été faite parce qu'il y a une holding industrielle qui l'avait achetée, qui l'avait gardée pendant 20 ans.
qui a fait très peu d'investissement, et puis une opportunité de vente, et mon père a décidé de la reprendre. Et c'était une toute petite entreprise, donc il n'y avait pas besoin de gros moyens financiers de démarrage. Quoi vous aviez envie de faire? Enfin, c'est quoi? J'en ai marre de jongler avec les milliards à New York, ça sert à rien. Ça s'est pas du tout passé comme ça. J'aimerais vous dire que c'est comme ça, Ouais, mais c'est pas ça. du tout À un comme ça. moment, j'en peux plus, je plaque tout, le triplex. Absolument la pas, Manhattan. absolument pas. En fait, la vérité, c'est que je suis ingénieur de formation, que mon père avait repris cette PME, qui m'en parlait, et que je pense que quelque part en moi, il y a l'ingénieur qui s'est réveillé, et 18 mois après la reprise, je lui ai dit, tu sais quoi, moi ça m'intéresse, et je vais venir t'aider, et je vais t'apporter un côté un peu international, puisque j'avais travaillé et étudié sur tous les continents, et je vais lui dire, je vais t'aider à faire le développement international de l'entreprise pour commencer. Et c'est comme ça que j'ai rejoint mon père, avec comme objectif d'essayer de vendre nos produits à l'international. Mais à l'époque, c'était déjà, parce que là, on va en parler, c'est-à-dire, vous vendez de la glace aux Esquimaux, c'est quand même l'image que j'ai trouvée. Vous vendez de la machine-outil à l'automobile allemande, si vous voulez, c'est pas mal. Mais alors, quelle machine exactement, justement, Bruno? Alors, on est actif dans deux verticaux. Le premier vertical, ce sont les techniques d'assemblage. On a commencé par le soudage, tout simplement, le soudage à l'arc. Et puis après, on est passé rivetage, de l'induction, soudage capacitif, soudage par point. En fait, beaucoup de techniques qui permettent d'assembler. Donc ça, c'est notre premier vertical. Technique, c'est-à-dire, vous faites les machines, On fait les machines. Nous sommes qui fabricants sont de machines. capables de faire ce que vous venez de décrire. Exactement. Donc nous, on est un fabricant Des de machines. machines à souder, Exactement. des machines à riveter, des Exactement. machines à assembler. Exactement. Donc ça, c'est notre premier vertical. C'était un vertical très simple, électromécanique. En fait, à l'époque, il fallait un technicien en mécanique, un technicien en tôlerie. On faisait un petit transformateur, on mettait ça dans une carrosserie métallique et c'était parti. Sauf que 20 ans plus tard, c'est plus ça le métier. Et on en parlera. Et deuxième vertical, c'était le début, c'était la fabrication de chargeurs de batterie. Donc, technique d'assemblage d'un côté, charge de batterie de l'autre, et puis tout C'est quoi, chargeur de batterie, il y a un peu de chimie là-dedans aussi? Non, pas du tout. C'était un transformateur aussi, dans une caisse métallique, et en fait, on venait charger des batteries de voiture 12 volts. D'accord. Donc, on reprend une PME dont le cœur technologique, c'est de bobiner du cuivre sur une carcasse plastique. On met tout ça dans une petite tôlerie, dans un carton, et on envoie ça à un distributeur. 60 personnes, peut-être 5 à 6 millions d'euros. Il y a 20 ans, aujourd'hui, on est 820. Je pense qu'on va progresser rapidement parce qu'on a beaucoup d'embauches et on fait 100 millions d'euros. Croissance organique. Et là, notre objectif, c'est de doubler en 5 ans. Et toujours en faisant du matériel de soudage. Exactement. Mais plus des chargeurs de batterie, si encore des chargeurs de batterie? Avec une progression dans le marché à 3 chiffres. Parce que ce qui est fabuleux dans le deuxième vertical dans lequel on travaille, qui est la charge de batterie, c'est qu'il y a l'aventure lithium. L'aventure lithium est en train de bousculer de façon complète nos marchés, les usages et surtout les attentes technologiques de nos clients. En fait, le monde automobile, mais aussi le monde industriel, est en train d'organiser la mutation des batteries plomb vers des batteries lithium. Ouais. Et donc, l'ensemble des fabricants historiques de chargeurs de batterie doivent repenser la technologie, la communication et l'ensemble des informations qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on a comme barrière à l'entrée quand on fait, comme vous le dites, quand on bobine du fil de cuivre autour du plastique? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, l'automobile allemande dit « moi je veux du GIS » Eh bien, c'est l'aventure qu'on a eue. Donc, il y a 20 ans, notre métier, comme je le disais, c'était de bobiner du cuivre. Petit à petit, l'électronique est arrivée et à partir de là, 5 révolutions successives sont arrivées. Première révolution, je le dis, c'est l'électronique passive, c'est-à-dire à côté du transformateur, on met une petite carte électronique. Deuxième révolution, c'est de l'électronique active avec des topologies électroniques innovantes qui remplacent le transformateur par des convertisseurs de puissance. Donc électronique passive, active. Troisième révolution, l'arrivée des écrans qui ont permis de commencer à faire interagir les utilisateurs avec les produits. Quatrième révolution, toute la partie communication, tout ce qu'on appelle l'IoT, donc l'interface Bluetooth, Wi-Fi qui permettent à votre smartphone de commencer à communiquer avec le produit, mais aussi une technologie back-end, ce qu'on appelle de la communication industrielle avec de l'Ethernet IP, du Modbus, un certain nombre de protocoles industriels qui permettent à ces chargeurs de commencer à dialoguer avec des véhicules, dialoguer avec des usines, donc de commencer à avoir finalement s'intégrer à l'intérieur d'un écosystème de données. Quatrième révolution, le monde des algorithmes est en train d'arriver, puisque c'est la vision qui est la 5e révolution, la machine devient un compagnon. En fait, on est passé, il y a 20 ans, d'une machine qui était asservie à l'homme, l'homme décidait et la machine faisait,
à aujourd'hui, les machines doivent accompagner, conseiller, dialoguer avec les opérateurs. Et c'est là que les révolutions sont exceptionnelles. Mais si je reprends la soudure, oui. Votre machine, elle est sur la chaîne quand vous la vendez, alors, nos machines elle est sur la chaîne d'assemblage? Alors, jusqu'à l'année 2020, nous n'avons aucune machine sur la chaîne. Les premières machines pour fabriquer les voitures, par exemple, arrivent robotiques, parce que là, vous parlez de la partie robotique, sortent cette année. Je parle de la soudure. Qu'est-ce que vous soudez? Dans l'automobile, qu'est-ce que vous soudez et où est-ce qu'on utilise GIS? Bonne question. Aujourd'hui, GIS est concentré dans le soudage dans l'automobile, dans la réparation automobile, pas encore dans la fabrication. Parce que la fabrication est robotique. Et on s'est lancé dans la robotique cette année. Donc aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a développé énormément d'algorithmes de reconnaissance des matériaux qui nous permettent de reconnaître les voitures et de reconnaître les pièces à souder, mais on n'est pas encore en production. Moi, ce que je trouve passionnant, Bruno, au-delà de l'ensemble de ces explications, c'est donc même aujourd'hui, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle de l'industrie automobile, ça reste une toute petite boîte. Et une toute petite boîte, elle est capable de se tailler ses parts de marché, elle est capable de faire une différence, elle est capable d'investir, d'innover et de rester indispensable aux plus grands constructeurs du monde. Aujourd'hui, on est partenaire technologique de rang 1 de 100% des constructeurs automobiles mondiaux qui viennent nous voir pour développer soit des machines, soit du logiciel, soit des briques de connectivité, puisque en fait, le véhicule aujourd'hui, puisque ça représente l'automobile 50% de notre chiffre d'affaires, il y a deux éléments stratégiques pour les constructeurs. Premièrement, le lien avec la batterie, qui est stratégique, et deuxièmement, toute la partie carrosserie. Et dans la partie carrosserie, en 20 ans, on est passé de 3-4 nuances d'acier à 80 nuances d'acier, des aciers plus durs, plus techniques, plus légers, pour consommer moins. Et donc, il a fallu développer des algorithmes parce que le carrossier, le réparateur, n'a aucune idée des aciers qui va le souder. Donc nous, notre compétence, c'est de donner des machines intelligentes, connectées, qui permettent, autour de la batterie et autour de la carrosserie, de fournir cette intelligence parce que l'innovation est telle que l'après-vente n'arrive pas à suivre. Votre machine reconnaît la qualité de l'acier? Tout à fait. On est un des seuls au monde aujourd'hui. Pour la souder correctement? Exactement. Et effectivement, sur la batterie, c'est très intéressant. C'est-à-dire, ce qui était une totale commodité est en train de devenir le truc le plus précieux de l'industrie. Ah, complètement. Et aujourd'hui, ce qui va être très intéressant dans le domaine des charges, c'est toute la partie mathématique, parce que la différence va se faire sur la rapidité de charge, sur la technologie de charge. Et donc aujourd'hui, c'est mathématique, ça? Pourquoi c'est mathématique, Bruno? Parce qu'auparavant, en fait, les rythmes de charge et la technologie sous-jacente pour faire la charge étaient conditionnés par la chimie de la batterie, qui était très lente. Ouais. Aujourd'hui, sur les infrastructures lithium, mais aussi sous plein d'autres, nickel-cadmium et d'autres, les graphènes qui commencent à arriver, comme la rapidité de charge a été multipliée par 10 ou par 100, il faut travailler des convertisseurs qui ont des topologies électroniques de la rapidité des serveurs d'intelligence artificielle qui sont utilisés chez Google. Donc, les technologies électroniques de nos produits sont ce qu'il y a de plus rapide au monde. Pour que vous compreniez bien, Stéphane, c'est qu'il y a 20 ans, un chargeur envoyait une information à une batterie toutes les millisecondes. Aujourd'hui, on envoie une information toutes les 30 nanosecondes. Il faut créer des algorithmes, il faut créer des produits qui ont cette intelligence et cette rapidité. Et on est, à notre niveau aujourd'hui, on est quelques-uns dans le monde. Et Parce que ça va devenir critique. Ça va devenir critique. Oui. Et c'est pour ça que le bureau d'études aujourd'hui... Les énormes aujourd'hui qui se penchent sur la batterie, les Japonais, les Taïwanais, etc., il n'y en a pas un qui se dit bon Dieu, on va aussi s'occuper de... Non, parce qu'aujourd'hui, il y a la batterie qui est un premier problème, il va falloir industrialiser, et puis il y a le chargeur. C'est deux sujets différents. C'est ça, il y a un sujet qui est plutôt de chimiste, et il y a un sujet d'électronicien et de logiciel. Et en fait, les deux mondes vont se rencontrer, et j'estime que cette rencontre... Alors nous, avec le monde automobile, bien sûr, on a des rencontres fortes, mais le monde des fabricants de batteries et des fabricants de chargeurs, surtout les leaders comme nous, on va se rencontrer dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, il va y avoir des rapprochements parce que, à la différence des technologies anciennes, le lithium, en fait, a besoin d'un lien natif avec les technologies de charge. Donc tout ça est passionnant. On est au milieu d'une révolution incroyable. Et ça se fait donc en Mayenne? Ça se fait en Mayenne. Je vais vous donner un chiffre. Ça va peut-être on a conclu un gros accord avec Tesla sur la partie après-vente dans le soudage, justement sur la reconnaissance des aciers.
Les machines qu'on livre à Tesla, il y a plus de 1,5 million de lignes de code. Un décodeur classique pour vous connecter sur Internet sur votre maison, il y a 300 000 lignes de code. C'est 5 fois la densité logicielle. Donc, en ce moment, parce que la France n'est pas un pays de fabrication de machines-outils, on ne se rend pas compte Absolument pas. que tout ce qu'on a connu au niveau du téléphone et de l'ordinateur portable est en train d'arriver dans l'univers des machines. Et donc, ceux qui prennent de l'avance vont développer des OS, vont développer des réseaux, vont développer des algorithmes. Et donc, GIS, en ce moment, on investit dans la recherche de façon exceptionnelle. Il y a 20 ans, on avait une personne en recherche. Là, on a un peu moins de 100 personnes sur les 820 personnes au bureau d'études. 150 ingénieurs doctorants dans le groupe. Et l'objectif, c'est de doubler le bureau d'études rapidement. Mais devant ces enjeux, on ne se dit pas, il faut que je cherche un gros partenaire industriel, justement, pour doubler, tripler, multiplier mes capacités de recherche, mes capacités d'investissement? Absolument pas. Moi, la philosophie du groupe, ça a toujours été de prendre le bon nombre de projets d'innovation pour qu'on puisse garder une croissance organique qui a toujours été de l'ordre de 15 à 25%. Là, on est supérieur à ça sur ce début d'année. L'année dernière, on a fait une année en croissance. En 2020, alors que les usines ont été arrêtées, on a fait une année en croissance. Donc, on va choisir une route qui est peut-être pas forcément la meilleure, mais qui est une route de croissance organique dans le calme pour pouvoir faire mûrir les collaborateurs. Parce que les technologies évoluent vite. Et il faut que tout ça se fasse dans le calme. Alors, le pari de la reprise, parce que ce qui motivait cette invitation, c'est que j'avais lu que vous aviez, pendant le premier confinement, stocké, je ne sais plus combien... Parce que 8 mois de composants. 8 mois de... C'est ça. Ouais. Parce que vous étiez persuadé que ça allait repartir très très fort. Et qu'il allait y avoir des ruptures logistiques. Ouais. Eh ben, écoutez, je me suis complètement trompé. Ça ne va pas durer 8 mois, ça va plutôt durer 20 mois. En fait, c'est ça. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait longtemps que je suis chez GIS, aux côtés de mon père, et j'ai vécu la crise de 2008-2009. De cette crise, j'ai retenu 2 leçons. Première leçon, c'est que en sortant d'une grosse crise, il y a une grosse problématique logistique. Donc, il faut stocker. Et la crise de 2008-2009, on avait connu 6 à 7 mois de rupture logistique forte. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris ces décisions, en se rappelant ce qui s'était passé. Et comme on avait la trésorerie, on a passé les commandes. Mais on s'est rappelé aussi un deuxième phénomène, c'est que, comme on avait bien passé la crise, 3-4 ans plus tard, comme on avait continué à investir en recherche, on avait fait un cycle d'innovation d'avance sur nos confrères. Donc, en début 2020, le bureau d'études, il y avait 67 personnes. Fin 2020, il y a 92 personnes, avec la volonté d'utiliser cette crise pour accélérer la R&D pour que 3 ans plus tard, on ait peut-être un cycle ou voire un cycle et demi d'innovation sur nos confrères. Aujourd'hui, je me trouve dans la situation... Attends Bruno. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, le marché automobile est en train de s'effondrer absolument partout. Qu'est-ce qui te fait penser que, tu dis, on avait la trésorerie nécessaire? Tu as la trésorerie nécessaire, tout dépend de l'horizon de temps. Alors, j'ai beaucoup de chance. GIS a une usine en Chine. Donc, on a vécu le confinement. Donc, j'ai vécu tous les jours la période de confinement, que ce soit chez mes fournisseurs dans le Hubei, dans la ville de Wuhan, ou dans mon usine chinoise à Shanghai. Donc j'ai vécu le confinement et la sortie de déconfinement. On a été une des premières usines en Chine à déconfiner. Et donc j'ai vécu ce confinement, déconfinement, avec les vacances du Nouvel An, qui a duré à peu près 4 semaines. À partir de là, j'ai confiné en Italie, ma filiale commerciale. Et donc lorsqu'on a confiné en France, non seulement on avait la date de sortie, on avait la psychologie et on était des guerriers, parce qu'on s'est dit, on va remonter, puisque la Chine commençait à remonter. Donc, lorsque vous avez vécu un traumatisme dans un pays et que vous... Non, mais surtout, tu avais un horizon de temps, en fait. Et on avait un horizon de temps. Donc, mes collaborateurs sont partis le 18 mars, parce qu'on a dû fermer l'usine à cause le temps de la réorganiser. Et je leur ai dit, maximum, dans 5 semaines, tout le monde est au travail, on aura réorganisé. Alors, pourquoi 5 à 6 semaines? Oui, mais ça... C'est d'accord, mais... Parce qu'on avait envoyé les quantités de masques et de gel en Chine pour pouvoir rapatrier, pour avoir des stocks très importants. Oui, mais il fallait que le marché reparte. Il fallait que vos clients, eux, repartent et soient à nouveau demandeurs de l'ensemble de vos produits. Pendant le confinement, alors c'est vrai qu'on a pris le risque de faire ces stocks, mais pendant le confinement, la Chine a redémarré par étapes. Et donc, tous les matins, j'avais mon COMEX chinois et on faisait un point sur tout ce qui se passait. On appelait les fournisseurs et on a vu que la Chine repartait. Pas à la vitesse historique, mais dans des vitesses raisonnables. Et donc, nous, ce qui a été intéressant, c'est au travers des filiales, qu'elles soient italiennes, allemandes, anglaises ou chinoises, plus nos clients dans 130 pays,
J'ai passé ma journée au téléphone à appeler un peu tout le monde. On s'est rendu compte que des pays continuaient à travailler, d'autres redémarraient. Et donc, à partir de là, on s'est dit, allez, bingo, banco, on va utiliser cette crise pour faire un saut quantique. Voilà. Donc, on a pris un risque et on s'est dit, allez, c'est parti. Et le verdict à l'arrivée, c'est qu'en fait, tu penses que tu n'as pas pris assez de risques, que ce n'est pas 8 mois de stock que tu aurais dû faire, mais 20. Enfin, c'est pas possible. Sur la partie électronique. Et donc, en fait, on a vécu une année où, en fait, en redémarrant tôt, en ayant le stock, on a pu rattraper le retard de chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait pendant le moment où l'usine chinoise et l'usine française ont été fermées. Et sur la fin de l'année, on est remonté à 0,24. Donc, en fait, on était à fin avril à moins 38% chiffre d'affaires groupe. Et on a fini au 31 décembre à plus 0,24 chiffre d'affaires groupe. Donc, on a eu... 0,24, la barre qui bouge. Et je la voyais arriver tous les mois, octobre, novembre, décembre. Et je disais à mes collaborateurs, on s'accroche, on va y arriver. Et on a juste, sur les derniers jours, réussi à dépasser le zéro. Comment est-ce que, sur des enjeux comme cela, et quand même à Laval en Mayenne, grand respect pour Laval en Mayenne, mais quand même à Laval en Mayenne, on attire les gens qui sont nécessaires à la croissance d'une entreprise comme la tienne? Alors d'abord, il faut comprendre que la Mayenne, et surtout Laval, c'est un territoire qui est un petit peu contraint, puisque le taux de chômage est un des plus bas de France. Donc il n'y a pas un réservoir d'emploi. Donc il faut chasser. Donc il faut les faire venir, les Donc gars. il faut les faire venir. Et là, on a plusieurs stratégies. Première stratégie, c'est que dans la partie recherche avancée, on est en partenariat avec beaucoup d'universités sur lesquelles on a des docteurs en cours de formation, et on fait le tour de toutes les bonnes universités dans nos métiers, pour attirer. Donc on passe du temps déjà à dialoguer. Dans l'électronique de puissance, puisqu'on est dans la puissance, GIS est un des grands sachants et un des leaders français. On est 2 ou 3 en France à avoir nos connaissances. Donc on n'est pas 150. Donc un ingénieur qui veut travailler sur des objets intelligents, industriels, connectés, il va dire chez GIS, là, en France, il n'y a qu'une seule maison. Donc moi j'encourage. En ce moment, Stéphane... Je sais pas... Schneider Electric, il peut aller aussi, non? C'est sûrement c'est magnifique, c'est magnifique. Tiens, il était là, il n'y a pas longtemps. Nexans, ça peut l'intéresser aussi, par exemple. Ce sont nos fournisseurs, ils sont tous nos fournisseurs, donc on les aime beaucoup. Mais qui a eu la même Nexans, qui nous a raconté qu'il a eu la même démarche que toi. Alors eux, ils ont été regarder des épidémies des années 70, je crois, il me racontait, pour voir exactement comment ça s'était passé, pour faire comme toi et pour prévoir les stocks, effectivement. D'accord. Donc en fait, c'est finalement par l'excellence. C'est l'excellence qui fait de l'entreprise que tu attires. Et puis, j'étais ce matin en visioconférence avec un de nos grands fournisseurs de composants électroniques. C'est faire venir les meilleurs experts pour qu'eux-mêmes voient notre niveau technologique, qu'ils en parlent autour d'eux. Donc aujourd'hui, en fait, on essaie de faire venir les plus grands experts européens, américains, asiatiques, dans notre usine pour travailler avec nous sur des architectures de technologie qui vont servir à ces briques dans l'univers des machines-outils qui se créent. Qu'est-ce que ça veut dire sur... cette histoire que tu racontes. Alors, non, mais juste d'un mot quand même, la façon dont tu vois les choses, c'est-à-dire aujourd'hui, tu parles du cuivre, les prix du cuivre qui explosent, les problèmes d'approvisionnement effectivement en semi-conducteurs, les problèmes d'approvisionnement d'une manière générale, d'ailleurs avec le shortage de tankers, etc. Et tout. Est-ce que tu penses que ça peut plomber, là, pour le coup, la reprise et freiner le redémarrage? Alors, l'industrie est toujours très réactive et je pense que tout le monde est en train de se mobiliser pour trouver des deuxièmes sources sur beaucoup d'éléments. Ce qui a été très difficile pour les industriels sur le premier trimestre de cette année, c'est que nos négociations de prix, en général, 60 jours avant la fin de l'année, vers fin octobre, on envoie une première liste de prix avec application au 1er janvier. Ouais. Sauf que les phénomènes de pénurie et d'hyperinflation ont commencé quelque part vers le début décembre. Ouais. Donc on a vu à partir de novembre le prix des conteneurs augmenter. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, un conteneur Shanghai-Rouen, c'est 40 pieds, 2600 $. Fin octobre. Mi-février, alors que je les négocie bien, 9800 $. Celui qui ne négocie pas, c'est entre 15 et 20 000 $. Donc, premier phénomène que tout le monde a vu très rapidement, c'est l'explosion des coûts par pénurie de conteneurs et de supertankers de la route Asie-Europe, avec une multiplication par entre 4 et 20 en fonction de la capacité à négocier. Donc tout ça, ça a créé une nécessité de renégocier très rapidement les prix, parce que nous, une partie des composants électroniques, ils viennent d'Asie. Donc on les achète, on les assemble, on fait nos cartes dans nos usines, mais les composants viennent d'Asie. Deuxième phénomène qui est arrivé rapidement, c'est que au niveau des machines, on fait des châssis en acier. Les hauts fourneaux en Europe n'ont pas tous redémarré à la même vitesse. Et que comme l'industrie a redémarré très vite,
Eh bien, il y a eu pénurie de livraison de feuillards d'acier sur... À l'arrivée, parce que le temps tourne très vite, tu arrives à répercuter tout ça dans tes prix parce que tu es leader. Là, on répercute tout instantanément. Voilà, Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas de discussion. Et en plus, ce qui inquiète plus nos clients, ce n'est pas les prix. Il ne faut pas le croire. C'est plutôt les pénuries à venir. Parce qu'on les avertit que devant nous, il y a encore 6 mois, voire 9 mois de livraison compliquée de semi-conducteurs. Dernière question, Bruno, réponse en 1 minute. Cette réussite-là de GIS, quelles leçons on peut en tirer pour l'industrie et pour la réindustrialisation? Je pense que le temps long, le travail collectif, bien écouter ses clients. Et surtout, si c'est possible, avoir rapidement des clients internationaux qui vous donnent un regard différent du client français. En fait, en France, on a une façon de voir le monde. En Allemagne, on en a une autre. En Chine, on en a une autre. Aux États-Unis, il y en a une autre. Et en fait, si on arrive à travailler des produits qui soient à la croisée de tous les besoins et pas que les besoins français, on est très successful à l'international. Dernier point, on a une éducation judéo-chrétienne en France et c'est jamais assez bien le produit. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris en partant à l'international, c'est que je prenais mes produits, j'allais sur le salon, mon produit, je le voyais bien qu'il était un peu mieux que mon voisin. Et mon voisin disait, c'est le meilleur produit du monde. Et moi, je disais, vous savez, on va s'améliorer. En fait, non, il faut qu'on soit très fiers de notre industrie française, il faut qu'on soit très fiers de ce qu'on fait, parce que c'est formidable ce qui se passe. Done is better than perfect. Ouais. Hein? Et puis, moi, j'aimerais bien pousser un message à dire aux jeunes de venir dans l'industrie. En fait, l'image de l'industrie a malheureusement pas changé assez vite parce que la technologie à la maison a évolué plus vite que la technologie à l'usine. L'arrivée des smartphones, des ordinateurs, du Wi-Fi. Dans l'environnement de la maison, les technologies ont progressé très vite. Et malheureusement, l'univers industriel a pris un peu de retard. Aujourd'hui, les usines sont aussi connectées que la maison. Elles ont des machines exceptionnelles. Il faut faire redécouvrir l'industrie. Bon, Bruno, on reparlera de tout ça. Maintenant qu'on a fait connaissance, on passera moins de temps sur les bobines de cuivre. Voilà. Et on reparlera de l'industrie et de la croissance. Bruno Bouygues, donc, était notre premier invité sur Bismart. On repart, les amis. Alors, comme je vous le disais, on va radicalement changer d'ambiance, là, pour le coup. Salut Florent Malbranche, donc avec nous, PDG, cofondateur de Brigad. Bonjour. Alors, on dit un mot, puis après, tu vas me raconter comment tu gères tout ça. Brigad, c'était il y a combien de temps? J'ai dû noter ça quelque part. 5-6 ans 5-6 ans, c'est ça. On a lancé l'activité en 2016. Et l'idée, c'était l'appli pour les extras. Les extras de l'hôtellerie-restauration. C'est ça. L'appli super pratique qui s'occupait de tout, qui donnait d'ailleurs une forme d'indépendance, de garantie, notamment de garantie juridique, de sécurité, etc. Tu faisais tout pour les extras. Exactement. Sur des missions de 24-48 heures, parfois plus courts. Et donc là, bim, tout s'est arrêté. 14 mars, tout s'arrête. Tout s'arrête en France d'ailleurs, en Angleterre et aux Pays-Bas. Les 3 pays sur lesquels on était présents. Impossible à anticiper, évidemment. Évidemment. C'est jamais arrivé. Donc là, on regarde un peu spectateur ce qui se passe. Et la première chose à laquelle on pense, c'est la communauté. On a 15 000 personnes sur la plateforme, 15 000 personnes qui comptent sur nous pour travailler, pour gagner de l'argent et donc pour vivre. Ouais. Et donc là, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On a toujours considéré qu'on était une plateforme qui avait une forme de responsabilité. Jamais trop rentré dans ces débats-là. C'est-à-dire ce sont des partenaires, en fait, les indépendants qui travaillent avec nous. Sans eux, on n'est pas grand-chose. Et sans nous, en fait, ils sortent. Et puis, tu facilitais l'ensemble de leur démarche. Exactement. Non, vraiment. Et du coup, c'est une formidabilité, évidemment. Et du coup, on a besoin d'eux. On a besoin de prendre soin d'eux. Donc, première décision, c'est comment on les sécurise financièrement. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, comment t'as fait? On met en place un fonds de solidarité qu'on autofinance dès le, je sais plus, 24 ou 48 heures. Et ben, ça coûte cher. Et donc, on décide de mettre ça en place et on vient sécuriser les utilisateurs qui sont le plus dépendants, en fait, qui gagnent le plus d'argent sur la plateforme parce que, de facto, sont les plus impactés par la crise. Et donc, on finance pendant quelques semaines un espèce de filet de sécurité pour quelques centaines d'euros. Mais parce qu'il y a déjà eu, il a mis du temps à se mettre en place le fonds de solidarité. Ça, c'est le deuxième élément de l'État, voilà. Tout à fait. Mais toi, au-dessus même que... Non. Donc, en fait, c'est notre première réaction. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Donc, on prend cette décision et on vient sécuriser 75% des revenus des personnes très dépendantes de la plateforme. Combien ça représente combien de personnes? Ça représente quelques centaines de personnes et en coût, ça nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. D'accord. J'ai plus le chiffre. D'accord. Mais en parallèle, par contre, on travaille avec le gouvernement et on enchaîne justement les rendez-vous avec le gouvernement pour que ces indépendants
puissent intégrer le fonds de solidarité. Et ça, c'est le relais qu'on vient trouver. Et moi, c'est l'incroyable découverte en fait de cette crise, c'est que les indépendants ont été pris en compte en fait pour la première fois depuis extrêmement longtemps. D'un côté, pour les salariés, on vient mettre en place quelque chose qui existait mais qui n'était pas développé, l'activité partielle. Et pour les indépendants, on vient mettre en place ce fonds de solidarité. Donc on en parlera peut-être. Vas-y. Qui a beaucoup évolué en fait, qui était très simple et plutôt efficace. On va dire les 6 premiers mois, enfin 3 premiers mois de mars à juin. Ensuite, qui a disparu parce que reprise, réouverture des restaurants. Et d'ailleurs, pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et reprise super forte d'ailleurs, super dynamique, etc. Pour nous, excellente nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a hyper confiance en l'avenir. C'est que l'activité repart instantanément sur la plateforme. L'émission retombe partout en France, pareil en Angleterre. Mais alors donc, quand ça a refermé là en novembre, fonds de solidarité différent alors à ce moment-là, exactement. Fonds de solidarité différent à ce moment-là. Alors, pas différent tant dans les montants et les conditions d'accès, mais beaucoup plus contrôlé. Il y a sûrement eu des fraudes et des abus, ça on l'entend, mais la conséquence première, sans rentrer dans le détail, c'est que les délais s'allongent en fait. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'indépendants qui attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois pour toucher les aides. C'est quoi c'est 1 500 €, c'est ça? C'est 1 500 € maximum. Hein. À condition d'avoir perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires. Mais ça veut dire qu'il faut que tu aies quand même déjà une année d'activité, c'est-à-dire il faut que tu aies un bilan à présenter pour avoir les 1 500 €. Pas forcément, non. Il y a plusieurs façons de comparer son chiffre d'affaires. Et là aussi, tu leur as apporté une aide, c'est-à dire brigade du conseil. Oui, c'est ça, voilà. De l'assistance, bien sûr. Évidemment. Comment faire, qui appeler, quelle démarche entreprendre, etc. Tout à fait. Mais peut-être ce qu'on peut souligner, et qui est probablement le plus important, c'est qu'en fait, c'est bien les aides, mais il faut leur retrouver du travail. C'est ça notre rôle en tant que plateforme. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter des missions sur la plateforme. Et ça, c'est le deuxième. Évidemment, on les a aidés. Évidemment, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'ils aient accès à ce fonds de solidarité. On s'est aussi appuyé d'ailleurs sur certaines organisations syndicales. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel qui est fait par Indépendant.co, qui est fait par Union, qui viennent justement en soutien de ces indépendants-là et qui peuvent les assister. D'ailleurs, je passe le message, qui peuvent les assister en cas de situation un petit peu compliquée. Très intéressant. Absolument. Ça, c'est un travail magnifique qui est réalisé et qu'il faut souligner. Nous, en parallèle, en fait, il faut trouver des missions. Et c'est là, d'ailleurs, où je suis extrêmement fier des 12 mois qui viennent de passer. C'est qu'on a réussi à passer... depuis le début, je dis, Brigade, c'est une start-up dans les RH. C'est pas quelque chose dans l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, c'est le premier pan, première industrie à laquelle on s'attaque. On a déjà eu la discussion, on a parlé plein de fois. J'ai vraiment à cœur que les gens comprennent ça. Et en fait, ça nous a donné l'opportunité de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la crise, en fait? Les EHPAD, les cliniques, les maisons de retraite, mais les gens ne voulaient plus trop aller travailler, en fait. Et donc, ils avaient besoin... En fait, tous ces établissements sont plus ou moins des gros hôtels, en fait, médicalisés. Et de la restauration. Et de la restauration. Tout à fait. Exactement. Et donc, c'est là, en fait, où nous, on a eu le plus d'impact et le plus de valeur ajoutée. C'est qu'on est passé de 0 mission sur ce secteur à plusieurs milliers par mois en quelques mois. Avec une formation particulière, alors j'ai appris ça. Exactement. Il faut une formation particulière pour aller bosser en EHPAD quand même. Il faut savoir travailler dans un milieu médicalisé. Voilà. Ce qu'on sert dans un EHPAD est forcément un petit peu différent de ce qu'on peut servir au restaurant. Et donc, c'est là où on a eu le plus de valeur ajoutée, en fait. C'est offrir cette formation. Enfin, offrir financièrement, c'est pas le point, en fait. C'est prendre le temps de l'organiser, en ligne, évidemment, et faire en sorte que toutes les personnes... C'est-à-dire qu'elle n'existait pas, la formation? Elle existait, mais il fallait la rendre accessible. Donc, on s'est appuyé sur des partenaires pour le faire. Et donc, on a pu former comme ça des centaines de cuisiniers, de chefs, aux contraintes du milieu, on va dire, médical ou médico-social, et qui, aujourd'hui, réalisent des missions dans tous ces établissements. Et ça, c'est absolument... Les équipes chez Brigade ont été incroyables là-dessus. C'est génial, quand même, bien sûr. Plusieurs milliers de personnes, tu dis? Plusieurs milliers de personnes, bien sûr, oui. Ouais. Et alors maintenant, est-ce que tu n'es pas quand même, parce que tu dis je suis très optimiste, parce que dès que ça va rouvrir, ça repart? Il y a une phase de relance, évidemment. Mais il n'y a pas un certain nombre de tes gars qui se disent oula, plus jamais ça, moi je change de métier. Ou plus jamais ça, moi indépendant. Waouh, c'est terrible, je veux rentrer dans une boîte. Indépendant, non. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Personne ne l'a remonté. Non, parce qu'ils ont été reconnus une fois de plus, en fait. Et donc ça a été difficile. Non, mais ça a été difficile. Mais on a vu, en fait, les opportunités sont quand même multipliées. Oui, il y en a qui sont allés vers d'autres secteurs. Et d'ailleurs, quand on leur demande, on arrive à un chiffre d'à peu près 30% qui se pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans l'hôtellerie-restauration? C'est normal. On est au plus dur de la crise, en fait. Quand on pose la question maintenant, c'est dur d'être optimiste.
Mais on va pas rester comme ça. En fait, le monde, c'est pas un univers de rues fermées avec des terrasses empilées. Je n'en peux plus de voir cette photo de chaises empilées. Mon Dieu, mais nous aussi, quoi. Et donc ça va revenir, c'est évident. D'ailleurs, on le voit en Italie, ça revient en Angleterre. Parce que nous, en fait, j'entendais juste avant, on parlait de regarder l'international. Ouais. C'est extrêmement important, surtout dans une crise comme ça-là. Ouais. Nous, on a notre équipe en Angleterre qui est prête aussi. On voit que les deadlines en Angleterre commencent à être un petit peu affinés. En France, c'est vrai qu'on est toujours dans le flou. Je leur jette pas la pierre, c'est extrêmement compliqué comme situation, mais on sait que ça va réouvrir en fait. Comment est-ce que tu entretiens? Parce que certains de tes gars, alors oui, il y a eu l'été, mais on va dire certains de tes gars ne bossent plus depuis 6 mois. Comment tu t'entretiens une communauté, t'envoies des messages, t'essayes de faire vivre? Comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là? On fait tout ce qu'on peut, c'est sûr. On organise des événements en ligne, ouais. Mais tout le monde sait que ça commence à fatiguer un petit peu les événements en ligne. Mais pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, on en avait un et c'était formidable. On avait une centaine de personnes connectées, ce qui est quand même déjà bien sur cette communauté-là, et qui, je sais pas, on sentait qu'il y a une forme de confiance, on s'est installé dans j'appelle ça le faux plat là, qui dure un peu, mais tout le monde voit bien que ça va repartir. Honnêtement, j'ai très confiance en ce qui va se passer. Et il faut pas oublier, on a des missions qui tombent tous les jours aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as des missions qui tombent tous les jours? En restauration, en santé. Oui, c'est ça, mais en santé, parce que tout le reste est fermé. Bien sûr. Oui, voilà, mais bon, ça fait quand même travailler plusieurs centaines de personnes tous les jours. Quelle leçon tu vas tirer Alors, d'abord, j'imagine quand même... tiens, c'était une phrase, ça, un des premiers trucs que j'avais appris, c'est... ta trésorerie est plus importante que ta mère. TTPTM, je crois que c'était quelque chose comme ça. Phrase de start-upper, ta trésorerie est plus importante que ta mère. Hein. J'espère qu'elle ne va pas regarder. Sinon, tu comprends le truc, quoi. Oui, c'est extrêmement important. Et évidemment, il faut avoir un œil rivé dessus en permanence. Parce que toi aussi, ton chiffre d'affaires, il s'est effondré quand même. Oui. Effondré, non, d'ailleurs. Je dis oui, c'est pas vrai. Non, grâce au système de santé. Exactement. Ouais. En fait, on a fait moins 20% par rapport à l'année d'avant. D'accord. 2020 comparé à 2019. C'est correct. Pour une année où l'ensemble de nos clients sont fermés pendant plusieurs mois, c'est plutôt pas si mal. Donc on s'en sort plutôt bien. La croissance a pris un coup, ça c'est vrai, mais on revient en fait. Et je reviens sur la santé. La santé, c'est pas un pansement qu'on est venu coller. C'est-à-dire que depuis le début, on sait qu'on veut développer cette industrie. On parlait de ma mère à l'instant, elle est infirmière, et donc je connais bien la santé depuis longtemps. Et donc c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Aujourd'hui, on a un deuxième vertical chez Brigad, qui est celui de la santé. On a plusieurs centaines de soignants qui comptent sur nous pour travailler. Demain, quand la restauration réouvre, en fait, on va 2 fois plus vite. Et donc ça, c'est pour moi, je suis impatient. Je suis comme un enfant avant Noël. En fait, j'attends que les restaurants réouvrent pour avoir ces deux réacteurs. En fait, et cette deuxième verticale, elle s'est faite à la force du poignet, dans l'urgence. Tu pensais, mais en fait, tout a été accéléré par ce que tu as traversé. Il faut y aller, quoi. Donc on a hésité. D'ailleurs, on a cherché. On a lancé l'agriculture. À un moment, il y avait les agriculteurs qui disaient on va avoir mal à trouver. Je me souviens très bien de cette histoire. On a lancé ça. C'est encore vrai d'ailleurs, sur le ramassage notamment des fruits. Oui, c'est pas un franc succès. Et puis petit à petit, en fait, via la restauration en santé, c'est les besoins de personnel de soins, en fait, se sont fait. On les connaissait, mais en tout cas, les gens nous ont dit votre plateforme fonctionne très bien, on a envie de l'utiliser pour le personnel de soins. Et donc, on a regardé si c'était faisable. On a lancé ce test en septembre. Aujourd'hui, ça marche extrêmement bien. On réembauche aussi chez Brigad, ce qui est une super nouvelle. Et donc non, très confiant en l'avenir. Et puis cette crise, donc pour parler des leçons, 1, dépendre d'une industrie, c'est dangereux. Ouais. 2, c'est mieux. Ouais. Et puis, en fait, ça nous a permis de prendre un petit peu de recul et de prendre du temps, de mieux faire les choses. On a travaillé sur plein de sujets, qui soient produits, la communauté, on en parlait à l'instant. Ça nous a permis aussi de prendre le temps de devenir une entreprise à mission. Depuis longtemps, je clame notre différence en disant que voilà, moi je veux construire une plateforme qui soit éthique, qui soit responsable, qui soit durable. Je veux trouver un modèle qui tienne dans le temps, qu'on soit une vraie... Je ne dis pas que Brigad est le futur du travail, je dis qu'on est un morceau du futur du travail. Et donc on a fait ça, on a fait cette conversion en entreprise à mission. Et donc voilà, et aujourd'hui on est Open Classroom en même temps que toi. Il y en a plein. Ouais, absolument. Mais parce que vous avez des parcours pour moi qui sont un peu comparables. On a tellement hâte que ça reparte et on est impatient. Florent Malbranche, PDG, cofondateur de Brigad, notre invité sur Bismart.
Et donc on termine avec Bénédicte Tilloy. Bonjour Bénédicte. Bonjour Stéphane. Bénédicte, donc je vous le disais dans le sommaire, Bénédicte, elle était au COMEX de la SNCF, C'est ça, en charge du Transilien. par exemple. On avait parlé ensemble de la gare de Clamart. Je me souviens très bien. Bénédicte. Je me suis doutée que vous habitiez à Clamart, que peut-être qu'il y avait des trucs avec la gare de Et Clamart. c'était un casse-tête, la gare de Clamart. Il y a le Grand Paris, le TGV, le Et truc, j'ai noté etc. que vous aviez interviewé le président de la Société du Grand Paris, donc vous avez sans doute eu des retours. 2 heures avant qu'il se fasse virer. Le pauvre. Bon. Drôle d'histoire. Hein. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il était au courant au moment de l'interview. C'est une formidable... Alors allez voir ça. Formidable interview. On a parlé de tas de choses absolument passionnantes. Et donc, COMEX, en charge du Transilien. C'est quand on est en charge du Transilien, on manage combien de personnes, Bénédicte On va dire, grosso modo, 50 000 personnes. 50 000 personnes. Il y en a qui sont en direct, d'autres qui sont en indirect. Mais surtout, on a la responsabilité de 3 millions de voyageurs tous les jours. Et ça représente presque 10 fois le trafic du TGV. On n'en a pas conscience. Et puis, c'est des gens qui ont besoin du train pour aller bosser. Et on ne peut pas dire que ce soit super rigolo tous les jours. Pourquoi à un moment, tu dis j'en ai marre? Alors si, tu le racontes très très bien d'ailleurs. Tu dis, ah oui, parce que cette histoire, elle va tous vous intéresser, les amis, si vous avez, on va dire autour de la cinquantaine, voilà, on va dire ça. Très gentil, Stéphane. C'est-à-dire qu'il y a réorganisation de pouvoir au sein de la SNCF, et tu te rends compte que tu vas être placardisé. Ouais, je me T'as pas envie dis, d'être placardisé. je me dis qu'en fait, on va prendre beaucoup d'égards avec moi, parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie à la SNCF, mais que je vais me retrouver avec des trucs très inintéressants à faire. Et surtout, je vais perdre mon énergie, mon enthousiasme. Et je pense que les dirigeants qui perdent la niaque, c'est des poisons pour les entreprises. C'est des poisons pour les collaborateurs. Et je me souviens, jeune, avoir vu ça. Et je me suis rappelé de m'être dit, jamais, jamais. Et donc, quand je sens que ça va m'arriver, je me tire, pour dire les choses de manière crue. Je me tire et du coup, partant, je n'avais pas vraiment de plan organisé. Je me dis, qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans tes rêves les plus fous, puisque finalement, l'occasion t'est donnée. Et donc, je n'ai pas cherché un boulot pareil, parce que je pense que j'aurais eu du chagrin, en fait. J'ai eu du chagrin quand même de quitter la SNCF. Ouais, tu peux pas aller chez, j'en sais rien, Keolis, voilà, ou chez, enfin... En fait, Keolis aurait pu, parce que c'est le groupe SNCF, mais quand même, j'aurais pas pu refaire une Transdev, autre... Voilà, j'aurais pas pu. Mais malgré toute l'amitié que j'ai pour les gens de Transdev... Ouais, non mais je comprends ça. Je m'étais dit, il faut vraiment faire autre chose. Et quitte à faire autre chose, faisons un truc qui fait rêver, et voilà. Et alors... Bon, comme tous les dirigeants, je m'étais fait mon petit safari en Silicon Valley pour découvrir le monde des startups. Mes enfants y travaillaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ton tour, ma fille, c'est à toi d'y aller. Voilà. Et donc, j'ai eu très envie de ça. J'allais dire quoi qu'il en coûte. Et tu rentres dans une start-up. Je vais te lire. Alors je vais lire le truc, les amis, parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Alors donc tu rentres dans la start-up le premier jour. Ça ressemble pas vraiment à des bureaux, plutôt un croisement entre une salle d'études et une location de vacances. Je comprends qu'il faut que je m'assoie là où je trouve de la place. Chaque table est encombrée par une forêt de câbles mélangés que l'on devine attachés tous au même Mac de chacun des membres de cette tribu bruyante. Mon Mac, je l'ai acheté la semaine dernière. Personne n'a pensé à me dire que les commandes CTRL-C et CTRL-V ne fonctionnaient pas et je n'ose pas demander de l'aide autour de moi de peur de déclencher un fou rire généralisé. J'adore. Et encore un autre extrait que j'aime encore plus. Donc de deuxième jour, troisième jour, je sais pas quoi. Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier? Ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel, qui a fait un stage dans un grand groupe, comprenne de quoi il s'agit et m'indique le bureau de poste le plus proche. C'est un choc de culture totale. Oui, c'est un choc. Enfin, c'est 3 chocs, à vrai dire. Parce qu'il y a d'abord le choc grand groupe start-up. Ensuite, il y a le choc mon âge et les millennials. Ils ont tous l'âge de mes gosses. Et puis, il y a un troisième choc, et peut-être que je n'avais pas anticipé, et qui est le plus difficile, c'est que j'étais membre du COMEX, donc une sorte de statut de reine d'Angleterre, à qui il y a beaucoup de déférence envers... Et puis, d'un seul coup, je me retrouve salarié de base. Il n'y a plus de départ courrier. Il n'y a plus de départ courrier. Et puis, en fait, les slides, il faut se les taper soi-même. Et en fait, ce que je découvre, et je pense que c'est là que j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris, c'est que dans une vie professionnelle, au début, on fait les choses, ensuite, on les fait faire. Ensuite, on apprend les pouvoirs d'influence. Et puis un jour, on s'aperçoit, comme ça m'est arrivé, qu'on ne sait plus rien faire du tout. C'est-à-dire, ce que font les autres, on ne sait pas le faire. Et
Et pour moi, ça a été une vraie claque dans la figure. Et Ouais, mais les slides, on s'en fout. non. Ok, moi non plus d'ailleurs. Oui, mais dans une start-up, on n'a pas les moyens d'avoir du taylorisme ou des tiroirs ou des silos. Donc en fait, chacun doit mettre la main à la pâte. C'est ça. Et donc du coup, Bénédicte, est-ce que tu peux faire des slides? Parce qu'il faut aller faire des présentations devant les clients. Parce qu'il faut les faire tout de suite et qu'on n'a pas, on va donc pas tayloriser le boulot. Et puis c'est bien normal. Et donc je me retrouve dans la situation en fait, pour faire court, tout ce que je savais faire n'était pas utile. Rien de ce que je savais faire n'était utile, pardon. Et en fait, ce que j'avais à faire, je ne savais pas le faire. Voilà. Et donc, ça a été un choc, mais vraiment important au départ. Alors, ce que je dois dire, c'est que la caractéristique de cet univers, c'est que les gens étaient extraordinairement bienveillants. Donc, ils m'ont appris, ils m'ont prise en main. J'ai pas dit tout ce que... Enfin, certains, quand ils ont lu ce que vous venez de lire, se sont dit « Waouh, elle était vraiment encore plus ignarde que ce qu'on avait imaginé. » Bon, mais contrôle-C, contrôle-V, absolument. Bon, mais quand même, moi, ça m'a fait vraiment un bien fou. J'ai beaucoup appris techniquement, de fait, mais je crois que c'est pas là où j'ai le plus appris. Ce que j'ai appris, c'est d'être dans un grand tout, quelqu'un qui est différent et décalé, et qui doit courir pour pas que les autres s'en aperçoivent. Oui, enfin, c'est quand même assez darwinien, quoi. Enfin, tu dis tout le monde était très bienveillant, etc. Enfin, on va raconter un peu l'histoire, parce que c'est en ça où cette histoire est très très intéressante, c'est qu'elle raconte quand même une forme d'ambiance. C'est quand même darwinien. Tu dois y arriver quand même. Ah bah oui. Voilà, en fait, une petite entreprise, elle est quand même sous la pression de... Combien? Parce que alors tu restes très vague, on comprend pourquoi d'ailleurs, hein, parce que tu fais des portraits, etc. Donc tu restes très très vague sur quelle était cette entreprise, etc. Bon, on ne sait pas quelle est cette entreprise, mais il y avait à peu près combien de collaborateurs à l'intérieur? Il y a une centaine de personnes qui interagissent, mais toutes ne sont pas formellement des collaborateurs, parce que c'est un univers dans lequel on croise énormément de freelance, qui était d'ailleurs aussi univers du conseil, hein. Ouais. C'est à la fois un incubateur de start-up et aussi fait du conseil, puisque en fait la caractéristique d'un incubateur de start-up, c'est que non seulement il fait grandir les petites entreprises, mais il fascine aussi les plus grandes. Et il y a beaucoup de présidents ou de DG de grands groupes en fait qui veulent fabriquer la même chose au sein de leur entreprise et qui demandent à cet incubateur de leur faire grandir leur propre troupe dans le cadre de démarches d'entrepreneuriat. Et donc c'est aussi ça, c'est à ça aussi que j'ai participé. Donc je reviens sur ce que tu disais, c'est magnifique parce que c'est même presque un concentré de la civilisation, c'est-à-dire au début tu sais faire quelque chose et à la fin tu sais plus rien faire. Ça veut dire que tout ce dont on parle dans les grands groupes, mais sans vraiment que ça démarre, de mentoring inversé, de temps en temps quand même que les membres du COMEX se retournent s'asseoir au milieu des troupes, etc. C'est pas de... Enfin, il faut le faire. C'est ta conviction ou... Oui, ma conviction, c'est qu'en fait, ce sont dans les petites choses de la vie quotidienne que se logent les grandes transformations. Et quand on est membre d'un comité exécutif, on ne voit que les gros traits et la stratégie. Et on ne mesure pas que pendant le temps qui passe, les pratiques quotidiennes changent. D'ailleurs, la preuve en ce moment avec le Covid, ce sont les gens qui sont au contact des clients ou au contact des collaborateurs qui voient à quel point le service qui est rendu de manière différente. Ce n'est pas ceux qui sont dans les bureaux qui se rendent compte de ça. Et donc, quand on est dans une entreprise et que le numérique nous fracasse, on n'a pas forcément conscience de jusqu'où ça va dans le quotidien des collaborateurs. Ceux qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas s'en servir. Et moi, j'ai vu... Et comment on fait pour résoudre ce problème? Je pense que je suis assez contente d'avoir fait cette expérience parce que je pense que ça fait partie des expériences que d'autres pourraient faire. D'ailleurs, dans mon quotidien aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants qui en fait se rendent compte qu'il est nécessaire de manager autrement pour emmener leurs équipes en fait dans un monde émergent. Il y a clairement un discours d'authenticité à avoir et il y a clairement une responsabilité des dirigeants de dire je sais pas. Parce que quand on dit je sais pas, on donne la possibilité à quelqu'un de vous aider. Et je pense que c'est très important dans un univers qui est en train de bouger comme ça, que tout le monde contribue
à modifier le modèle. Parce que, quand même, quand tu dis... Alors, juste un mot là-dessus, parce qu'on va retourner sur la start-up, c'est quand même ça le sujet. Non, je suis un peu perturbé quand tu dis... parce que c'est un discours que j'entends beaucoup et que je conteste. Quand on arrive quand on arrive tout en haut, on ne sait plus rien faire. Non, j'entends beaucoup des chefs d'entreprise que je respecte beaucoup. Le patron d'une PME, etc., qui dit « Mais ces managers des grands groupes, on s'en fout, c'est pas eux qui sont importants. » Si, les gars, c'est eux qui sont importants. C'est-à-dire, savoir quand même piloter une entreprise qui fait 20, 30, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ne savoir rien faire quand même, Bénédicte. Non, mais c'est clair. C'est assurer la croissance du pays et l'emploi de centaines de milliers de personnes. Oui, et je crois que j'ai su faire ça. Cette blague, voilà. Et par ailleurs... Pardon, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais par ailleurs, il ne faut pas laisser penser que la manière de diriger ne change pas. Et j'ai la conviction que les cycles se sont raccourcis, c'est-à-dire ce qu'on attend des dirigeants, c'est qu'ils soient capables de projeter des visions et des ambitions sans doute à plus long terme, et dans le même temps de raccourcir les cycles. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on voyait plutôt avant, c'est-à-dire des cycles à 3 ans avec des budgets, aujourd'hui, on travaille presque comme en start-up avec des cycles qui se raccourcissent. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai apprises en travaillant dans la team, ou de savoir très bien observer les gens, parce qu'en fait, les clients n'expriment pas d'attente, mais c'est parce qu'on les voit se galérer avec un service qu'on leur rend, qu'on a des intuitions sur les transformations de produits ou de services qu'on doit leur proposer. Donc, je ne dis pas que les dirigeants sont inutiles, je l'ai été pendant longtemps. Je dis simplement que ça ne suffit plus et que la stratégie et l'exécution sont mêlées. Et donc, quand on divise la stratégie et l'exécution, on court le risque en fait de déraper par rapport à une exécution qui est différente. Je dis juste ça et je pense que ça, c'est très important. Alors, un autre point, je te bouscule un tout petit peu parce que le temps tourne vite, Bénédicte. Un autre point que j'ai... toute idée ou projet nouveau y est accueilli par un trop cool. Il est fascinant de vivre dans un univers dans lequel chaque projet est a priori considéré comme une bonne idée. Ça, pour moi, ça a été exceptionnel. C'est formidable. De découvrir ça, de retrouver ça. Et je ne sais pas depuis combien d'années, je n'avais pas vraiment eu ça. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai passé ma vie à essayer d'embarquer des gens, à être peut-être parfois à surjouer l'enthousiasme, l'énergie. Sur des projets de transformation qui sont indispensables. Voilà. Et là, par défaut, tout est cool. Alors après, évidemment, parfois, il faut creuser. Et puis les bonnes idées, on sait que c'est 10% du boulot. Après, il faut mettre en œuvre l'idée. C'est ça qui compte. Hein. Ouais. Et c'est ça que j'ai aussi appris à faire. C'est-à-dire, le diable est dans les détails. On vient de s'en dire un mot. Mais c'est vrai qu'avoir des gens enthousiastes, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ils sont choisis pour ça. C'est-à-dire que finalement, moi aussi, j'ai participé à des recrutements. On ne prend pas les gens parce qu'ils viennent, sortent d'une école ou d'une autre. Ça rassure parce que ça dit qu'ils savent apprendre. Mais ce n'est pas suffisant. Et voire, on préfère avoir des gens enthousiastes qui vont savoir apprendre, mais qui ont eu des expériences, qui ont démontré en fait leur capacité à se débrouiller. Et ça c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment une expérience inouïe d'avoir des gens qui ont envie. Enfin, voilà. Et alors, quand tu dis renoncer aux enjeux de pouvoir, parce qu'on va basculer maintenant sur le dark side quand même, parce que à un moment, combien de temps t'es resté? 2 ans? 2 ans. 2 ans. Et à un moment, t'en as marre, quoi. Bon, on peut le dire. Enfin, tu l'écris, hein. Oui, voilà. Je l'écris parce qu'à un moment, je me dis, mais en fait, je vois la boîte grandir. Je vois qu'elle s'expose à des risques qui sont liés à sa croissance. Et je vois que ces risques, pour le coup, je suis capable d'anticiper ce que ça va produire. Et donc, j'ai envie de m'en mêler. Or, le problème, c'est que je ne sais pas m'en mêler en ne dirigeant pas. Et être à côté sans être aux commandes, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et je crois que les fondateurs ne mesurent pas que je peux éventuellement les aider, ou sans doute ne savent-ils pas comment me demander de le faire. Enfin, en tout cas, on est dans un petit jeu compliqué. Et là, je me dis, en fait, voilà, je crois que c'est terminé. Je vais plus pouvoir continuer. Surtout, je vais me retrouver dans la situation de 2 ans avant. C'est-à-dire, si je commence à râler, à perdre mon enthousiasme, c'est moi qui vais les empoisonner. Oui, mais tu mets quand même le doigt sur une fragilité qui est que ces jeunes gars qui réussissent très très vite, c'est très compliqué. Tu sais, Bénédicte, quand on s'est rencontrés la première fois, je disais que j'allais le raconter, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était Guillaume Pépi à l'époque, patron de la SNCF, et il recevait Xavier Niel devant un parterre de jeunes entrepreneurs. Je me souviens très bien.
Et il y a un jeune gars qui se lève, dont je n'avais jamais entendu parler. Bonjour, je m'appelle... Donc c'était il y a plusieurs années, hein, les amis. Je m'appelle Frédéric Mazzella, patron de Blablacar. Jamais entendu parler. Xavier Niel, il démarrait tout juste. Comment est-ce qu'on maintient la capacité d'innovation une fois qu'on a 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Je lui disais, waouh! C'est-à-dire, le gars, il avait compris un truc, et c'est pas par hasard derrière si Blablacar devient Blablacar, que la vérité de la start-up peut pas être ensuite la vérité de l'entreprise qui commence à se structurer. Mais clairement, c'est-à-dire que passer du kilomètre 0 au kilomètre 1, ça demande une énergie incroyable. Mais passer du kilomètre 1 au kilomètre 10 et ensuite du kilomètre 10 au kilomètre 100, c'est d'autres compétences. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que ça suppose éventuellement de faire rentrer dans l'entreprise des gens qui n'ont pas la même culture. Quelqu'un qui va venir d'un cabinet de stratégie, par exemple, pour mettre la compta au carré, ou pour... ou un directeur général qui va diriger sa boîte comme un directeur général. Exactement, voilà, tout à fait. Et qui, du coup, va frustrer les gens qui sont là depuis le début et qui auraient bien voulu grandir avec l'entreprise, ou bien qui va, dans sa manière de faire, abîmer cette fameuse culture et cet enthousiasme natif de l'entreprise. Et ce passage, cette transformation, ce passage d'une phase dans une autre, je trouve que c'est extrêmement critique et très intéressant. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir vu tout ça depuis l'intérieur. Tu dis d'un mot que quand même l'égalité professionnelle, oui, alors entreprise à mission, tout ça, machin, oui, ça, ils sont tous à fond dedans. Égalité professionnelle, pas sûr, voilà. C'est-à-dire, en fait, le monde de la start-up, c'est un monde où on monte ses biscottos. Ouais. Frontière ténue, alors c'est pas de toi ça, hein, mais j'ai noté ça, frontière ténue entre engagement total et management toxique. J'aime bien cette phrase. En fait, le management n'a pas bonne presse, c'est-à-dire que... Mais tu disais, on monte ses biscottos. On monte ses biscottos, et puis il y a cette espèce de fameuse phrase, hein, fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant avant de savoir faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très féminin. C'est-à-dire que, ça valorise plutôt des cultures masculines, des cultures guerrières. Et pour avoir beaucoup écouté les filles dans cet univers, ce que j'ai constaté, c'est que ça les mettait mal à l'aise. Et donc, le risque, c'est d'avoir une répartition des rôles avec des rôles business confiés aux garçons, et puis les rôles soutien, support, RH, aux filles, c'est-à-dire la reproduction d'un modèle qu'on retrouve dans les grands groupes et qui est à nouveau à l'œuvre dans les startups sans forcément que quelqu'un s'en aperçoive. Et j'ai beaucoup de respect pour un type qui s'appelle Anthony Babkin, qui d'ailleurs a lu mon livre avant les autres et qui a mis la gentillesse de mettre un petit mot. Il dit le problème des startups, c'est qu'elles n'ont pas de culture de la diversité. En fait, elles n'ont pas les moyens d'avoir une politique RH, et donc, elles sont pas à l'image de la société. Et d'ailleurs, il n'y a que 2,4% dans les startups de personnel qui a plus de 55 ans. On va terminer avec une phrase, Bénédicte, qui pourrait être un slogan pour Bismarck. Peut-être que je te demanderai de nous le piquer un jour. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui savent arracher au néant le projet qui deviendra leur entreprise. Ils méritent la fascination que l'on peut avoir pour eux. Ouais. Arracher au néant, c'est ça un entrepreneur. Absolument. Et on peut chapeau pour cette on phrase. peut leur donner, on peut leur tirer un coup de chapeau en ce moment, on peut leur particulièrement donner crédit pour tout ça, absolument. Ça s'appelle La Team, les amis. Bénédicte Tilloy, donc, qui était notre invitée sur Bismart, et nous, on se retrouve demain.